Oui, alors je vais commencer par remercier d'une part toutes les personnes présentes ici pour leur participation au colloque, puisqu'un colloque repose avant tout sur justement les interventions de toutes les personnes qui ont pris la parole. Et personnellement, j'ai trouvé d'ailleurs que c'était fort intéressant pendant ces 3 jours. En témoigne d'ailleurs une présence continue. On a aussi été peut-être un peu aidé par les conditions météo, puisqu'il semblerait qu'il pleuve en ce moment. Ben oui, on n'a pas la plage juste en bas de l'université. Et puis, je dirais aussi, alors, ah oui, mais alors Léna a disparu. Bon, je voulais, ah voilà. Mais je vais mettre loin. Je voulais à nouveau remercier Léna pour son travail, ainsi que Philippe-Antoine qui est en train de prendre des photos là. Et puis Simon. Et Simon, mais alors Simon, il était là aussi, il est... Ah, il est là. Voilà. Il est là. Alors, Léna Hubner, Philippe-Antoine Lupien et Simon Claus. Je crois que nous avions aussi plusieurs... Enfin, pas que je crois, je suis sûr que nous avions aussi plusieurs autres aides, mais qui sont... Ils s'occupent de la logistique du buffet, donc ils sont plus avec nous. Ah bon, donc ils sont encore au travail. Bon, vous voyez, l'essentiel est derrière, hein, en fait. Bon. Vous remarquerez aussi que quand nous prenons la parole, notre prise de parole est toujours plus ou moins liée aussi au support médiatique que l'on utilise. Alors, vous remarquerez que Michel, lui, a un splendide ordinateur et a pris ses notes de façon cohérente. Les miennes, c'est plus difficile. Bon, comme je le disais tout à l'heure, je n'ai pas de point 5, mais j'ai un point 3, point 1, point B, point C. C'est un mythe, ça. Ah, c'est un... Le mythe de l'organisation. Ah bon, d'accord, ok. Bon, alors, je ne suis pas sûr que je sois, dans mon cas, le mythe de l'organisation, mais peut-être la désorganisation, enfin, vous verrez bien. J'ai essayé de reprendre quelques idées qui ont été abordées dans le cadre du colloque. Tout d'abord, alors ce qui n'est guère étonnant, hein, c'est que évidemment le mot numérique lui-même renvoie à un certain nombre de déclinaisons. Aussi bien la question, en fait, la notion même de nombre, la dimension binaire, hein, la suite de 0 et de 1, la question de la quantification également, et nombre d'autres choses que l'on peut trouver derrière le vocable de numérique. Je pense par exemple qu'on pourrait reprendre le terme numérique et puis le remplacer comme on le faisait il y a un certain nombre d'années par d'autres vocables comme celui de technologie de l'information et de la communication. Lui-même, antérieurement, on utilisait plutôt celui de nouvelles technologies de l'information et de la communication, etc. Technologie de l'information aussi quelques années précédentes. Il y a une autre acception qui est largement présente en fait dans le cadre du colloque, c'est en fait que le numérique en fait renverrait à la question des plateformes numériques, ce qui fait d'ailleurs dire à certains qu'on est même peut-être à un moment où les médias sont marqués par la plateformisation. Donc, enfin, premier élément, donc la déclinaison du mot numérique en un certain nombre de conceptions qui peuvent avoir des liens les unes avec les autres, mais qui également, en fait, sont distinguables dans une certaine mesure. Le point 2, en fait, qui est directement lié, c'est l'idée qu'en fait, le processus de numérisation renverrait en fait, à la mise en nombre et à l'équivalence, à la réduction de ce qui est hétérogène à ce qui est unifié, à l'élimination en fait, de ce que l'on peut considérer comme étant incommensurable et qui donc serait mesurable, serait analysable, par exemple sous forme statistique. Ce qui renverrait d'ailleurs à la fois à des questions liées au contrôle et à la surveillance, et puis également à des fins émancipatrices. Hein. La mobilisation des statistiques a toujours été à la fois un moyen de contrôle, mais aussi un moyen d'émancipation. Avoir des statistiques sur certaines données permet aussi de pouvoir en fait, mettre une forme sur des enjeux sociaux, par exemple, et de les considérer comme étant
à la base, en fait, de l'établissement de nouvelles politiques. Le fait même que dans certains pays, on décide de ne plus faire de recensement, par exemple, parce que ça coûterait trop cher, ce serait plus nécessaire, serait, par exemple, intéressant à aborder de ce point de vue-là. Troisième élément, en fait, c'est... alors, je vais faire un lien entre les éléments 1, 2 et 3, c'est que ça renvoie aussi, la question de la numérisation, renvoie à la question de la quantification systématique du monde. On a beaucoup parlé des big data, et puis on a aussi donc parlé du développement des humanités numériques. En fait, que les humanités numériques seraient une façon pour les sciences humaines et sociales de se revaloriser à partir justement de la mobilisation des données massives. Mais on le voit bien, à travers cette injonction finalement à utiliser, par exemple, les big data, vous avez diverses réponses. Les collègues qui disent ben non, on continue à travailler avec des méthodes conventionnelles, d'autres qui vont mettre au contraire l'accent sur des méthodes numériques, sur la mobilisation des big data. Tout ça, en fait, renvoie aux conditions de travail qui sont les nôtres en tant que jeunes, que chercheurs aussi plus âgés. Ça renvoie aussi à la question de la production de connaissances. Parce qu'évidemment, cette revalorisation des sciences humaines et sociales, passant par exemple par la mobilisation des nouvelles méthodes numériques, s'accompagne également je pense, un des termes clés qui a été un peu évoqué pendant le colloque, mais bon, pas si souvent que ça, mais c'est la question de l'accélération, en fait. Je pense qu'on participe, en effet, à une accélération généralisée, et cette accélération généralisée, en fait, elle prend tout un tas de formes, y compris sous le fait que nous sommes nous-mêmes soumis à des nécessités, entre guillemets, le mot nécessité, je dirais bien, de production scientifique toujours plus importante. Vous voyez, c'est là que ça se complique, parce que c'est les points 3A, B, C et compagnie. Ça renvoie aussi à la question, toujours autour de la question des humanités numériques, à des questions plus anciennes, le rapport entre le travail d'ordre quantitatif et puis le travail d'ordre qualitatif. Donc, il y a à la fois des enjeux qui sont relativement anciens et puis des enjeux qui sont, en fait, qui prennent des formes nouvelles, je dirais, mais qui sont des enjeux qui existaient déjà auparavant. Mon point 4, justement, ce serait, et on l'a vu à plusieurs interventions, c'est l'importance, me semble-t-il, de l'intégration du temps long dans l'analyse. Notamment dans le cadre des études en communication, je pense que bon nombre d'études ont tendance à considérer toujours que chaque nouvel objet technique en chasse un précédent, et que de ce fait, on serait toujours dans la nouveauté permanente. On est toujours en train de courir derrière un certain nombre d'innovations techniques, en fait, qu'on essaye de saisir. Et sans doute qu'à certains moments, c'est pas mal de faire une pause, de regarder ce qui se passe, ce qui s'est passé antérieurement, et de ne pas postuler, par exemple, qu'on serait dans un système de rupture permanente. Enfin, on s'en est bien rendu compte pendant le colloque. Il y a déjà, selon l'angle d'attaque que l'on a, selon la perspective que l'on aborde, selon les objets que l'on mobilise, selon, par exemple, qu'on va s'intéresser à la production culturelle du point de vue de sa création, du point de vue de la distribution, de la circulation, de la consommation, de l'appropriation culturelle, on se rend compte que, eh bien, on peut mettre l'accent à certains moments sur des ruptures éventuelles, des continuités éventuelles, ce qui permettrait d'ailleurs de ne pas répondre de façon nette et claire, binaire, j'allais dire, hein, avec des 0 et des 1. Un autre élément qui m'a frappé pendant le colloque, c'est en fait un certain paradoxe avec d'un côté la question des traces numériques qui sont, en tout cas, là aussi, ce n'est pas non plus une question nouvelle, mais il y a une multiplication. Je dirais qu'à certains égards, le numérique provoque des amplifications de phénomènes précédents dans une large mesure. Alors justement, une multiplication des traces que nous laissons d'un côté, qui sont des traces qui sont mobilisées notamment par les entreprises transnationales dont on a parlé
les GAFA, mais alors que le fonctionnement même des GAFA apparaît plus obscur que jamais. En fait, comme il a été dit hier soir, le numérique crée aussi de l'invisibilité. Donc d'un côté, en fait, nous sommes à travers, par exemple, toutes les traces que nous laissons de plus en plus visibles, mais d'un autre côté, en fait, ces grandes entreprises, elles, apparaissent comme étant particulièrement opaques de leur côté. Ça me permet d'arriver à un autre point. Justement, on a parlé plusieurs fois des GAFA, et je pense que là, on pourrait d'ailleurs reprendre ce commentaire pour un certain nombre de travaux. C'est que la question de la numérisation vient toujours de pair avec d'autres questions en parallèle. Par exemple, la marchandisation, l'internationalisation, voire la mondialisation, l'industrialisation, la rationalisation, et que ce sont en fait des phénomènes qui touchent tous les transformations de la culture et des médias, mais où la numérisation, en fait, n'en est qu'une dimension parmi d'autres. Donc des tendances qui avancent de pair et qui se renforcent mutuellement. Ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'il n'y a pas de contre-tendance, parce qu'on voit également que, par exemple, la numérisation dans certains secteurs de la culture voit un certain nombre d'acteurs de ces secteurs, en fait, adopter des positions de distanciation. Tout comme on peut le voir aussi parmi les chercheurs et les chercheuses. Le fait que, justement, il y a chez certains d'entre nous une opportunité, j'allais dire, de se lancer dans ces travaux qui mobilisent de nouvelles méthodologies, mais aussi une critique assez forte, par ailleurs. Et puis, il y a ceux qui vont adopter une position qui mettent l'accent sur le pragmatisme, plutôt. Mais je pense que, en tout cas, l'un des éléments qui m'a semblé important, c'est de jamais oublier que derrière les humanités numériques, on va mettre beaucoup l'accent dans les discours sur le numérique, et que la question fondamentale de l'humanité, en fait, finalement, elle est très rarement abordée. Je vais sans doute finir sur... oui, peut-être en complément une autre chose, une dimension qui me semble importante parce qu'on la retrouve assez largement dans bon nombre d'interventions, c'est la notion de circulation, qui, dans une certaine mesure, d'ailleurs, remplace d'autres notions plus anciennes, comme celle de diffusion ou de distribution, notamment des biens culturels. Mais cette notion de circulation, en fait, véhicule aussi d'autres façons de concevoir la place des produits culturels dans nos sociétés, le rôle des différents acteurs aussi dans celle-là. Je pense que la question, comme la question de l'accélération, la question de la circulation me semble aussi une question intéressante à mobiliser. Bon, il y a une notion que je n'ai pas abordée, c'est celle de la concentration, mais il y a quand même un phénomène qui est, me semble-t-il, relativement nouveau, en tout cas, parce que la question de la concentration des médias, évidemment, n'est pas une question nouvelle. Mais en revanche, je pense quand même que là, il y a au niveau international, voire au niveau peut-être mondial, des interrogations assez considérables à avoir. Et puis, alors, on n'en avait pas parlé, je crois, le terme était peu apparu ou pas apparu pendant la première journée, mais à partir de la deuxième journée, on a employé le terme de résistance est revenu notamment. Et je crois que là, à partir du moment, on essaye en tout cas au CRISIS d'être un centre avant tout de réflexion de réflexion critique sur les relations entre communication, information, culture et société. En fait, et là, je pense qu'il faut vraiment continuer en permanence à réfléchir à la fois sur les différentes dimensions de la critique, les aborder toutes de façon combinée, et puis travailler sur les alternatives qui sont possibles. Il y a un mot qui a été employé, mais très très peu, c'est le mot, on a un peu parlé de contre-hégémonie, il y a eu le mot utopie aussi qui a été abordé une ou deux fois, mais finalement très peu. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là, et puis je vais laisser Michel continuer de son côté. D'accord. C'est bien parce que ça m'a permis de trouver l'exergue de mon propos. C'est pas parce qu'on appuie sur l'accélérateur qu'il faut pas regarder dans le rétroviseur à quelques moments. En fait, quand
quand on est arrivé finalement à nous désigner comme les deux personnes faisant le mot de clôture, oui, d'accord. Je vais parler plus fort. OK. Oui, c'est ça. Alors, quand on était désigné pour faire le mot de clôture, je me suis souvenu d'un film qui s'appelle Genèse d'un repas. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un vieux film, il va avoir 40 ans cette année, et c'est un film de 78 de Luc Moulet. Genèse d'un repas, c'est quoi? C'est un repas, une première scène d'un repas, où finalement un couple mange un repas frugal. Une banane, du thon en conserve et des œufs. Et à partir de là, Luc Moulet, ce qu'il va faire, il va revenir sur l'ensemble des circuits de production, de distribution, de diffusion, donc de ces produits-là. Ça veut dire que des producteurs jusqu'à l'assiette, qu'advient-il? Je me posais la question par rapport à la boîte de conserve numérique que j'avais dans les mains, et je me disais, si on faisait le même travail. En fait, le colloque a fait un peu ce même travail. C'est-à-dire que dans un premier temps, effectivement, on s'est interrogé beaucoup sur tous ces systèmes de communication, anciens et nouveaux aussi, parce qu'on a fait énormément de liens entre l'ancien et le nouveau sans qu'on insiste tellement, mais je pense que c'est réel. Donc, finalement, le film, il y a 3 trames narratives, grosso modo. Première trame, il recadre la dialectique du processus de mondialisation qui est en train de se développer dans les années 70 sur les structures du colonialisme passé. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il interpelle le spectateur en tant que consommateur. Et ensuite, il opère un certain repositionnement subjectif du cinéaste qui est lui-même au sein de la politique du documentaire. Parce qu'en fait, c'est toute une position du documentariste face au cinéma militant de l'époque, des années 70. D'ailleurs, le film a comme une nouvelle carrière redécouvert à Londres, finalement, de tout un cinéma documentaire sur l'économie globalisée, grosso modo, mais dans tous les secteurs, de l'agronomie maintenant jusqu'au... Peut-être qu'on pourrait faire quelque chose, même du côté de la communication, et ce serait tout à fait intéressant. Donc, je suis parti un peu de ces aspects-là, du recadrage, du positionnement, finalement, du consommateur dans le circuit, finalement, de production, de consommation, etc., pour dégager quelques idées que m'ont donné le colloque. Or, en fait, c'est de revenir sur des trames, une trame à la fois géopolitique mais historique. La première trame, en fait, qui était apparue, puis qui pose problème, d'après moi, surtout lorsqu'on parle de nouveauté, c'est que la trame de l'évolution socio-technique des moyens de communication en tant que moyen de circulation des biens, des personnes, des idées, des informations, dans laquelle s'insère le paradigme du numérique actuellement, s'ajoute et ne remplace pas, tu l'as dit, comme les autres avancées scientifiques et techniques passées. La mécanique, l'électronique, l'électricité, on a encore besoin, puis Dominique disait, si on compte la facture électrique de tous nos appareils électroniques qu'on a à la maison, ça fait déjà une somme particulière. Donc, on a déjà ça. Puis, de toute manière, la continuité, rupture, continuité, je parlerais plutôt de continuité dans l'hybridation, dans le mimétisme, dans la reproduction, dans l'émergence, l'intégration, le réalignement. C'est toujours des tensions dynamiques qui font en sorte que le développement technologique, effectivement, ce n'est pas comme le progrès, c'est linéaire. Alors donc, effectivement, ça peut être très circulaire à certains moments. Par ailleurs, les dites nouvelles technologies médiatiques ou leur appropriation, en fait, ont émergé dans des périodes, et ça, Armand Matlar en a reparlé d'ailleurs, je pense, la communication au monde ou l'invention de la communication, en tout cas, un des titres de la trilogie. En anglais, je pense qu'on avait utilisé les termes guerre, progrès, et je sais pas. Bon. Donc, on voit bien qu'il y a toute une trame socio-historique aussi
des sociétés. Et finalement, si on regarde très bien, de manière très, très précise, le développement des technologies, soit d'information, communication, moi j'aime bien le terme médiatique parce qu'on est dans la médiatisation. En fait, c'est toujours dans des périodes de crise sociale, de guerre, de conflit. Puis, je pense que c'est là qu'il faut trouver surtout les ruptures, les discontinuités. Donc, ça, c'est une première trame comme un fil qu'on pourrait tricoter avec le second, qui est la trame du développement des transnationales. Donc, tout secteur d'activité confondu, et déjà Moulet, à l'époque, faisait un portrait très bien des transnationales, des multinationales qui œuvraient autant au niveau local qu'au niveau... l'exemple des Badanes d'Oil en Équateur était assez flagrant sur qu'est-ce que ça pouvait comporter comme stratégie, finalement, d'expansion des multinationales ou des transnationales. Donc, c'est évident que les stratégies des transnationales, en fait, se déploient dans une économie globalisée, ça on l'a déjà dit, qu'elles souhaitent sans frontières, hein, dans tous les sens du terme. Et plusieurs exemples qui ont été donnés récemment, en fait, c'est aucune frontière territoriale, aucune frontière obstacle réglementaire, aucune frontière, aucun obstacle fiscal. Donc, ça, c'est très, très sur le plan fiscal. Donc, c'est très important de dire que les multinationales aussi reprennent à leur façon un adage que des amis mexicains m'ont appris à un moment donné, c'est que il est plus facile de demander pardon que de demander la permission. Et d'ailleurs, il y a toute une éthique là, qu'on dit, non-permission éthique, de ces multinationales, dans le domaine notamment des communications, c'est-à-dire qu'on s'installe, et si jamais on nous tape sur les doigts, on va dire, bien oui, d'accord, excusez-moi. Donc, on va payer la taxe, ou on va payer les impôts, mais tant qu'on leur demande absolument rien, ils continuent comme si de rien n'était. Cette façon de procéder confronte finalement, littéralement, les États, qui, soit faute d'une réaction rapide, sont vite submergés. On l'a dit. Il y a un décalage tout à fait flagrant entre 2017 et 2010. Netflix existe au Canada depuis 7-8 ans. On est un peu en décalage. Ce n'est pas que les choses vont vite, c'est qu'on ne réagit pas vite. Donc, déjà, finalement, on a avec des États qui ne savent plus trop comment composer avec une nouvelle réalité, mais surtout les enjeux qui sont soulevés par là. Par contre, d'autres États, ils voient un intérêt marqué et des alliances tout à fait possibles avec ces entreprises-là. Alors donc, évidemment, ça correspond tout à fait au rôle que maintenant les États jouent, c'est-à-dire qu'ils sont plus des accompagnateurs que finalement des régulateurs. Alors donc, on va facilitateur d'installation de nouveaux modèles plus créatifs, plus ci, plus ça. Donc, évidemment, ça devient paradigmatique par rapport au développement de ce que pourraient être les industries culturelles à l'avenir. D'ailleurs, si on regarde simplement le contexte dans lequel plutôt l'entente Netflix s'est opérée, on est tout à fait dans un contexte de renouvellement en plus des lois sur la radiodiffusion, des télécommunications, des droits d'auteur, etc. C'est pas anodin que ça se situe à la même période. D'ailleurs, finalement, ça implique tout à fait, et je pense que c'est très important de le noter, une transformation importante de l'État, par conséquent. Et aussi, on peut remarquer un certain nombre de passerelles entre les États et les entreprises. Ce n'est que l'échange de personnel, des gens qui passent des entreprises à des ministères, l'important lobby, des ententes bilatérales qui sont confidentielles. D'ailleurs, dernièrement, seulement pour reprendre l'exemple de Netflix, là, cette entente-là, c'est un professeur je pense, de l'UQAM, ouais, Jean-Hugues Roy, je pense, qui a demandé finalement le texte de l'entente
et on lui a remis une entente complètement caviardée. Donc, il y a absolument, c'est vraiment dans le plus grand secret, et c'est malheureux parce que finalement, on a des ententes bilatérales sans passer par les règles générales qu'on a connues jusqu'à maintenant en termes de licences, réglementations qui encadrent finalement les activités de ces entreprises-là. Donc, il y a comme une sorte d'iniquité, évidemment, de traitement entre les acteurs nationaux, et je en parlais ce matin, Philippe, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une inégalité, une iniquité de traitement entre les multinationales qui s'installent et finalement les acteurs sur le marché domestique. Il y a ensuite, évidemment, ça ramène aussi toute la question de notre trame de l'évolution des modèles économiques d'affaires, même plus anciens. Parce que si en termes de contrôle de la chaîne de valeur, parce que si j'aime bien utiliser maintenant les majors de l'Internet ou du Web, parce que ça ressemble beaucoup à ce que a pu développer les majors du cinéma au début du 20e siècle, avec le contrôle absolu des studios jusqu'aux salles de visionnement, aux salles de cinéma. Et la seule chose qui a pu casser ce modèle un peu monopolistique, ça a été les lois antitrust. Donc, ça montre bien que s'il n'y a pas une action de l'État, le modèle d'affaires des multinationales actuelles dans le domaine qui nous concerne, il va se poursuivre sur cette voie-là. Donc, évidemment, il est relativement sans limite tant qu'on n'impose pas des règles qui feraient en sorte qu'on impose un certain nombre d'obstacles que les entreprises ne veulent pas. Quatrième point, peut-être, le trame de l'évolution, transformation des rapports sociaux, en fait. C'est les rapports de confrontation et d'alliance entre les grands acteurs sociaux. Tantôt, quand on a parlé des rapports sociaux sans conflit, en fait, il n'y a pas juste des conflits, il y a des alliances entre les acteurs. Et quand je reprends l'idée des grands acteurs sociaux, je me réfère au terme de Yves Delahaye, où on a les entreprises, les corporations, les États, les mouvements sociaux, ce qu'on appelle maintenant un peu plus la société civile, puis finalement, chaque grand acteur social ayant finalement une vision de la société. Ça veut dire aussi sur la gouvernance, la démocratie, la citoyenneté, bien commun, l'intérêt général, la définition même des besoins fondamentaux. Donc, que ce soit en santé, alimentation, éducation, information, conception et modèle d'accès à la culture, tout est là. Je pense que les différents acteurs ont finalement des visions différentes qui parfois se rencontrent, parfois se confrontent, et c'est effectivement dans des rapports totalement dialectiques. Bref, l'ambition capitalistique hégémonique des multinationales du Web constitue, puis on l'a, je pense, souligné à un moment donné, un projet social en soi, contre lequel, pour reprendre la proposition d'Armand Matlar, il faut développer des foyers de résistance. Oui, il y a des pratiques contre-hégémoniques, notamment dans le domaine des communications, des médias et tout ça, mais probablement aussi constituer les bases d'un projet social à part entière, à même de contrecarrer. Donc, évidemment, ça se fait avec les acteurs en place. Ça ne se fait pas nécessairement de manière isolée. Le deuxième aspect du film de Moulet, c'est-à-dire interpeller le spectateur en tant que consommateur, m'a rappelé que finalement, que la démocratisation des médias, de la communication et tout, et c'est un peu à géométrie variable. Hein? On parle de l'accès marchand, l'appropriation citoyenne, en passant par l'idée, finalement, d'un service public. Hein? C'est chaque grand acteur ayant, finalement, articulant une façon de penser la démocratie, le rapport démocratie et médias et communication. Or, la première chose qui m'est apparue, puis je pense que c'est suite à la première
la première table ronde, c'était l'idée de, effectivement, faire du chiffre, produire de la valeur, de quoi faire rêver, finalement, n'importe quelle entreprise capitaliste. C'est-à-dire que depuis le début, finalement, de la mise en place des premiers dispositifs de médiatisation de masse, en fait, l'ambition première a toujours été de faire du nombre. C'est simple. On veut toujours capter plus longtemps l'attention des auditeurs en s'accaparant toujours plus de parts de marché, en étant toujours aussi attrayant pour les financiers. Et pour cela, finalement, on a couvert de plus en plus de grands territoires de diffusion. On a comblé les décalages horaires ou les fuseaux horaires, les différences entre les différents fuseaux horaires. D'ailleurs, la technologie a été faite pour cela. Donc, on a inventé effectivement des technologies qui permettaient la puissance d'émission, l'augmentation des canaux de diffusion, autant la radiodiffusion, la câblo-diffusion, la satellite, l'Internet maintenant, depuis 20 ans. Et pour faire encore plus du nombre, il fallait toujours plus et mieux connaître les profils des consommateurs, développer des moyens pour capter leur attention, les fidéliser, ou encore continuellement augmenter et individualiser l'offre, hein? Donc l'augmentation des catalogues, la spécification des catalogues, etc. Enfin, rentre encore plus suffisamment l'expérience ludique et agréable au point que les usagers consommateurs la recommandent aux autres et que finalement, et par conséquent, cette satisfaction serve à son tour, dans un processus circulaire dont tu parlais tantôt encore, à l'orientation de la production et l'établissement des programmations ou des catalogues. Alors donc, évidemment, la circularité, elle est là. Mais partout, en tout temps, on a voulu faire du nombre. Et du nombre dans le nombre d'abonnés, du nombre dans les revenus, du nombre dans la cote à la bourse, dans la cote d'écoute, etc. Donc, le nombre a été porteur, finalement, de cette démocratisation marchande et surtout de l'établissement de systèmes basés, finalement, sur des liens historiques entre la médiatisation de masse, même si elle est personnalisée, mais si on dit qu'on a un public maintenant de 125 millions d'abonnés, c'est considérablement plus que des marchés nationaux, certains marchés nationaux. Donc, et médiatisation de masse, industrie publicitaire et fournisseurs de biens et services. Donc, c'est cette articulation-là qui se poursuit, s'amplifie, se diversifie avec des stratégies déployées sur les réseaux numériques, donc, dont on a parlé à multiples reprises. Ensuite, un peu à l'image de Moulet, je me disais, la genèse de l'acte... Oui, OK. La genèse de l'acte de consommation. Hein, la genèse de l'acte de consommation. Dominique Jutras a fait l'inverse, c'est-à-dire que de ce qu'on procède habituellement nous, on dit, on part de la création jusqu'à la consommation, mais lui, il est parti de la consommation. Et je crois que c'est tout à fait intéressant parce que il y a un mythe, celui de la gratuité, hein, de la démocratisation non marchande, mais imaginez-vous que, dans les faits, il y a des barrières à l'entrée économique très fortes. Ce n'est que pour avoir accès à une image, à un simple courriel. Donc, déjà, les consommateurs sont prêts à enjamber cet investissement de départ en prenant une portion assez importante de leur budget personnel relié aux dépenses du câble, Internet et différents services de streaming, de vidéos en continu. Il y a un économiste chinois qui me disait qu'en ce moment, les jeunes Chinois sont prêts à s'endetter, donc prendre des prêts personnels pour avoir accès au réseau. Et c'est tout à fait fascinant. Donc, on a une sorte d'injonction à se connecter, mais c'est d'abord aussi une injonction à injecter de l'argent dans le système comme tel. Le deuxième volet de la problématique, en fait, du rapport entre éventuellement consommateurs et citoyens. Donc, c'est une tension un peu dynamique qu'on a repérée aussi. C'est-à-dire qu'en écoutant certains intervenants,
je me suis posé une vieille question concernant l'idéologie participationniste. Et d'ailleurs, c'est lorsque Jacob Matthews a dit ben, j'aurais dû mettre collaboratif, entre guillemets, je pense que ça. Alors donc, il y a vraiment une idéologie, une injonction à collaborer, partager, produire collectivement. Mais je me demandais si ça ne cachait pas vraiment la place ou le rôle réel des consommateurs dans le processus d'expansion des réseaux. Puis, finalement, comme le Moulet le disait, comment les consommateurs sont, in fine, participants, intégrés complètement dans le système d'exploitation. Alors, pour prendre une vieille citation de Jean Baudrillard, qui disait que le pouvoir n'est pas entre les mains de ceux qui prennent la parole nécessairement, mais bien entre les mains de ceux qui la donnent. Alors, l'image qu'on avait des réseaux, effectivement, c'est toujours une parole sous condition, si on peut dire. D'où la nécessité, non pas de s'insérer dans les médias traditionnels, hein, déjà c'est une critique qu'on faisait à une certaine époque, dit aussi dominant, mais de s'approprier de manière autonome les moyens de communication. Alors donc, je vais terminer sur justement ce corollaire qui était, il faut rappeler vraiment que les acteurs des pratiques médiatiques alternatives ont été toujours dans une lutte constante d'appropriation et de contrôle de leurs moyens de production. Que ce soit la presse, la radio, télévision, vidéo, cinéma, ça a toujours été une quête de tous les instants. Et les réseaux, finalement, on dit maintenant que ça représente un potentiel pour cette appropriation. Mais cette appropriation-là est encore, finalement, limitée. Si on pense que, finalement, on pense juste seulement aux problématiques là, des débats sur la neutralité de la gouvernance d'Internet, c'est déjà en soi poser la question d'une certaine limitation et une certaine, disons, appropriation, pas nécessairement par les acteurs de l'alternative, mais bien aussi par les multinationales qui nous offrent finalement cet espace de communication. On peut aussi signaler que les acteurs de ces pratiques médiatiques alternatives, bien souvent, ont privilégié le processus de production, hein, et toutes les étapes de création, de négociation de sens, de même que les interactions entre les individus qui participent au processus collectif. Et donc, le processus était souvent aussi important, sinon plus, que la production qui en résultait. Et ça rejoint un peu ce qu'on disait cet après-midi. Il ne faut surtout pas oublier non plus, puis ça, je finirai là-dessus, qu'en dehors des réseaux se poursuivent des pratiques médiatiques alternatives, des appropriations au niveau culturel médiatique, qui travaillent aussi avec des outils numériques. Alors donc, ce n'est pas seulement les réseaux, mais bien, et auxquels s'ajoutent celles développées sur les réseaux, évidemment. Donc, il y aurait, et je termine là, éviter une forme de réseau-centrisme, comme à une certaine époque, on disait en communication, peut-être, évitons le médiacentrisme, et je pense qu'on a quelques réserves à apporter à ce niveau-là. Voilà. Merci. Bon, merci, Éric et Michel, pour ces mots de clôture.